cet autre collectif qu'il faut certes peut-être arriver à mettre en place. On verra si c'est une révolution qu'on opère avec ce changement de stratégie, avec le départ de Leonardo. Ça peut passer, ça peut être l'homme providentiel de ces 3 prochaines années. Il y a 2 grands points. Il y a le fait que Kylian Mbappé reste. Et Kylian Mbappé, c'est pas un joueur lambda. C'est-à-dire que quand on l'observe depuis qu'il est à Monaco, et notamment au moment de la Coupe du Monde, il y avait le roi Pelé, qui est le meilleur joueur de l'histoire, qui a dit « c'est peut-être éventuellement mon successeur ». Et donc du coup, Kylian Mbappé, c'est pas uniquement un simple joueur de foot. Il dépasse le cadre sportif, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on en parle actuellement. C'est pas un joueur classique. Et éventuellement, moi je pense qu'il a le potentiel pour atteindre le niveau des Michael Jordan, des LeBron James en NBA ou des Kobe Bryant, ou au golf par rapport à Tiger Woods, par rapport au Mohamed Ali, Mike Tyson, etc. Donc c'est un joueur qui dépasse, c'est un cadre global. Et donc c'est pour ça que vous avez des personnes comme Nicolas Sarkozy ou Emmanuel Macron qui se sont impliqués dans sa prolongation, parce que son contrat va jusqu'à 2025, donc après les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Et donc du coup, Kylian Mbappé pourrait être éventuellement la grande star ou le porte-drapeau de la France au moment des Jeux Olympiques. Donc ça pour le cadre général. Sur le cadre purement sportif, il y a 2 choses qui sont intéressantes. Le fait que le meilleur joueur du monde reste au Paris Saint-Germain, et surtout qu'il ait demandé, en parallèle de cette prolongation, des changements au niveau sportif, notamment au niveau de la direction sportive, notamment pour changer de politique sportive. Parce que ce que vous aviez au PSG, c'était les critiques qu'on faisait, il y avait des problèmes de vestiaire, il y avait des problèmes sur le fait qu'ils se concentraient davantage sur le marketing plutôt que sur le fond de jeu, et l'arrivée de Luis Campos, qui était l'ancien directeur sportif de Monaco et de Lille, va permettre en fait de changer de politique sportive, notamment en se concentrant sur des joueurs qui sont beaucoup plus jeunes, avec de forts potentiels et qui vont se battre comme des soldats autour de Kylian Mbappé pour permettre de remporter la Ligue des Champions. Et puis après, il y a un impact non seulement sur le Paris Saint-Germain, mais au-delà sur le championnat français. C'est-à-dire que vous dites à l'ensemble de la génération et des jeunes qui disent vous pouvez réussir en France et vous n'êtes pas obligé de partir à l'étranger pour réaliser vos rêves. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est un message symbolique. Et donc, ce n'est pas uniquement un cadre sportif, ce n'est pas uniquement un simple joueur. Et puis moi, je rajouterai un point sur la question de l'argent. On dit, oui, il a refusé le Real, il est resté au PSG pour l'argent. Apparemment, les offres sont plutôt similaires. Et puis, il ne faut pas mentir, faut pas oublier qu'au Real, il n'aurait pas été payé avec des cacahuètes et des aides sociales. Voilà, c'est ça la vérité, c'est que les offres étaient similaires. Et je pense que c'est tout le reste, en fait, qui a joué. C'est le projet sportif, c'est le fait de pouvoir être la star de la France au niveau des Jeux Olympiques, et c'est tout ça qui a permis à Kylian Mbappé de rester au Paris Saint-Germain. Ça appelle du cœur du pays, quoi. Enfin, il reste français. Si ça lui montait un peu la tête, on le ramènerait à la réalité rapidement. Surtout, ce qu'on voit avec la famille Mbappé quand on regarde les différents documentaires ou ce qui est écrit sur eux, c'est qu'ils ont un projet de carrière bien défini. L'objectif d'Mbappé est de devenir le meilleur joueur de foot et éventuellement de tous les temps. C'est à peu près ça l'objectif. Et donc du coup, ils sont là pour cadrer son joueur, pour qu'il se concentre uniquement sur le sportif. Lorsque vous avez les problématiques de contrat, c'est pas Kylian Mbappé qui négociait avec Nasser Al-Khelaifi, donc le président du PSG, ou Florentino Pérez, c'était sa famille qui négociait. Et donc du coup, vous avez sa famille qui est garante de ses intérêts et qui lui permet de se concentrer sur le sportif. Mais moi, je reviens sur la question de Kylian Mbappé. Je pense qu'on ne se rend pas compte de l'éventuel impact qu'on a en termes de géopolitique du sport. C'est-à-dire que si vous aviez, et quand vous regardez ce qu'a fait le PSG, notamment vis-à-vis des clubs espagnols comme le FC Barcelone ou le Real Madrid, éventuellement, on peut espérer que dans les 10-15 prochaines années, la Ligue 1 soit supérieure à la Ligue espagnole. Et ça, c'est un renversement de paradigme exceptionnel. Et c'est pour ça que le dossier Mbappé dépasse uniquement le cadre du Paris Saint-Germain. Et je pense que c'est une excellente nouvelle pour nous. Éventuellement, on est toujours là en France à se dire, oui, éventuellement, il y a la question de l'argent. Mais pour Kylian Mbappé, les 2 contrats, de ce qu'on voit dans les dernières infos, étaient plutôt équivalents. Et je pense que la donnée principale, c'est le projet sportif. Et surtout, moi j'insiste dessus, c'est qu'on a un modèle générationnel. C'est-à-dire que quand vous avez Kylian Mbappé, il joue très bien au foot, il ne triche pas, il est très professionnel, il ne pose aucun problème sportif. Qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux pour le cadre français et pour le sport français d'avoir un modèle comme ça pour les jeunes qui veulent jouer au sport? Il essaie d'argumenter sur... On nous dit, on va prendre des jeunes. Non, le format de Paris, c'est de vendre des maillots, c'est d'avoir un intérêt sur la scène marketing. C'est ça qui les a conduits à perdre, en fait, notamment. Parce qu'en fait, ils avaient une accumulation d'ego, ils n'avaient pas de joueurs avec des rôles spécifiques. Quand vous regardez les clubs qui sont actuellement en finale de Ligue des Champions, c'est-à-dire Liverpool... Ce sont des équipes. Oui, des équipes, mais Liverpool... Il y a des grandes stars, mais c'est une équipe. Mais justement, Liverpool et Real Madrid, qu'est-ce qu'ils ont fait comme modèle d'équipe? Vous avez des vieilles stars qui sont vieillissantes, Modric pour le Real, Benzema, etc., et entourés par des jeunes comme Camavinga, Vinicius, Rodrigo. Et pareil chez Liverpool, vous avez le duo magique Mané et Salah, entourés par des jeunes et des nouveaux joueurs. Et je pense que c'est le bon modèle pour permettre à la fois d'avoir de l'expérience et également des jeunes qui ont faim. On va quand on veut, à partir du moment où on a envie. Une question, c'est un marché. C'est-à-dire, est-ce que c'est rentable comme opération? Parce qu'on dit que Kylian Mbappé coûte très cher. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Qatar est gagnant dans cette affaire. Sinon, il lui aurait jamais proposé un tel contrat. Vous parliez de type de contrat similaire. Lionel Messi était payé quasiment 100 millions d'euros bruts par an lorsqu'il jouait au Barcelone. Et personne
de se poser des questions. Pourquoi? Parce que Messi rapportait plus d'argent que ce que ça coûtait à Barcelone. Quand on dit ça rapporte sur les produits dérivés, sur les produits dérivés, en termes de sponsors, parce que le fait que Kylian Mbappé reste, du coup, le Paris Saint-Germain peut renégocier ses sponsors à la hausse, notamment avec Jordan, avec Accor, etc. Et en plus, il y a la question du fait de remplir les stades et la question des produits dérivés. Donc globalement, l'opération Kylian Mbappé est rentable, sinon il lui aurait pas proposé ce type de contrat, même s'il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Ensuite, pour Kylian Mbappé, je pense qu'il y a une différence majeure par rapport à l'année dernière, c'est quelle carrière il veut. Est-ce qu'il veut suivre l'histoire et copier son grand modèle Cristiano Ronaldo, ou est-ce qu'il veut écrire sa propre histoire et devenir Kylian Mbappé? Est-ce qu'il veut marquer devenir un joueur générationnel? Je parlais de Pelé, de LeBron James, de Michael Jordan ou même de Maradona. Il peut rentrer dans ce type de catégorie et donc marquer l'histoire française et même marquer l'histoire du sport en général. Et ce type de joueur, vous ne le retrouvez pas chaque année. C'est-à-dire c'est un joueur qu'on appelle générationnel. Il est conditionné depuis qu'il a 14 ans et vous dites qu'effectivement, il y a des joueurs qui sont prêts à porter à un club très jeune. On a eu Zidane et maintenant on a Mbappé. Zidane portait un club qui était très jeune. Cristiano Ronaldo était la star du Real Madrid à 24 ans. Lionel Messi était la star du Barcelone à 23 ans. Et donc du coup, est-ce que Kylian Mbappé est capable de porter le Paris Saint-Germain à la victoire? Et il y avait deux conditions dessus. C'est un, me mettre dans des bonnes conditions sportives, et deux, faire en sorte que les changements internes du club permettent ce type de réalisation. Parce que l'arrivée de Campos et le changement d'organigramme et le changement de politique sportive doit conduire à une équipe qui est cohérente. Parce que vous posez la question sur pourquoi est-ce que Messi et Neymar jouaient pas bien, ou pourquoi est-ce que les joueurs jouaient pas bien. Parce que la politique sportive n'était pas claire. On ne comprenait ni le fond de jeu, ni le style de jeu, ni les choix qui étaient effectués au niveau sportif. Et donc il avait besoin d'un cadre adéquat et d'un cadre sportif qui était le bon pour viser avec des champions. Marcelo, quand on a une... qu'on a à peine vu, parce que en termes de profil, même de mentalité, est quand même différent des joueurs. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais c'est vraiment un joueur unique. Vraiment, j'insiste. Déjà, quand tu parles, on dirait qu'il a 30 ans, quoi. Non, mais moi, je suis notamment la NBA. Quand vous regardez, par exemple, le documentaire qui est sorti sur Michael Jordan, vous regardez que psychologiquement, mentalement, vous avez le même type de champion. C'est-à-dire que mentalement, ils sont préparés pour dominer le sport. Allez, malheureusement, c'est passionnant, mais on va de nos enfants, est-ce qu'on leur rend service? Je ne suis pas sûr qu'on leur rende service. La vie, c'est dur quand même après, dans le monde du travail. C'est une évolution de société. Je pense que c'est ça l'élément qui est intéressant en fait. C'est qu'on a basculé d'une logique qui était complètement différente. C'est-à-dire que l'objectif de l'éducation et même le moment rêvé, c'était la Troisième République. C'est-à-dire que le gamin venait là, ou la gamine venait là, et l'enseignant devait transmettre un savoir. Et c'était pour ça que c'était un métier noble. C'est qu'il devait transmettre le flambeau d'une génération à l'autre pour transmettre les valeurs et le préparer en fait au monde d'après, et notamment du monde d'après ses études et d'après sa scolarité. Maintenant, on n'est plus du tout à la même logique. C'est-à-dire que l'école et l'enseignement supérieur ont un objectif consumériste, c'est-à-dire que les parents sont là pour placer leurs enfants en vue d'avoir un diplôme pour après avoir les meilleures écoles. Et les parents, du coup, ne tolèrent pas l'échec parce qu'on a un système français qui n'accepte pas les voies alternatives. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le bon diplôme ou si vous n'avez pas le bon diplôme d'enseignement supérieur, vous ne pouvez pas réussir, vous ne pouvez pas vous reconvertir. Vous n'êtes pas sur un système à l'américaine où globalement vous avez des changements de carrière en cours d'année professionnelle. Et je pense que c'est un des éléments qui est clé pour comprendre pourquoi est-ce que les parents attaquent les enseignants. Moi, j'ai vécu ça dans ma scolarité. À peu près la génération qui a vécu ces changements. Mais en fait, on a un modèle intermédiaire. C'est-à-dire qu'on n'est ni l'élitisme des pays est-asiatiques, où là, c'est vraiment très dur. C'est-à-dire que moi, j'ai connu ça. On m'a raconté ça. C'est vraiment très dur. C'est-à-dire que les enfants sont poussés en concours quasiment dès la primaire pour aller se battre pour les écoles. Et donc, du coup, c'est une logique qui est respectée, mais au moins, on assume. C'est-à-dire que les parents le savent, les profs le savent et les enfants le savent quand ils rentrent à l'école. Là, on est dans un système intermédiaire qui est quasiment hypocrite en disant on ne sommes pas pour les concours, nous ne sommes pas pour la sélection, mais implicitement, de toute façon, les enfants sont sélectionnés une fois qu'ils arrivent à l'enseignement supérieur, soit sur la voie professionnelle, soit sur la question des diplômes. Et après, il y a un dernier point, c'est la question de l'autorité. Ça veut dire que l'État a abandonné ses professeurs dans leur mission civilisationnelle. C'est-à-dire que les directeurs d'enseigne, les directeurs d'établissement, le rectorat, l'éducation nationale est là pour tolérer l'échec et c'est là où on a un changement de doctrine. C'est-à-dire que on considère que ce n'est plus l'enfant qui est responsable de son échec, on considère que c'est l'État qui est responsable. Et à partir du moment où vous dites ça, vous adressez en fait aux parents implicitement leur pouvoir de dire si mon enfant échoue, c'est la faute de l'enseignant. Intéressante analyse. C'est bien, hein, mais il va falloir aller un peu plus loin dans l'ambition. C'est pour ça que moi je suis inquiet de la nomination de Pape Ndiaye à l'éducation nationale, parce qu'effectivement il y a différentes questions. Vous avez parlé de la question de la cancel culture, du wokisme, etc. Mais il y a d'autres questions qui sont essentielles sur la question de Pape Ndiaye. C'est-à-dire quel modèle on veut bâtir pour notre école. Emmanuel Macron a dit pour l'école doit être l'objet d'une refondation et c'est l'une des priorités de son quinquennat. Mais quel modèle il veut prendre? Est-ce qu'il veut prendre un modèle anglo-saxon ou est-ce qu'il veut prendre un modèle est-asiatique basé sur la méritocratie et l'effort? Le choix de Pape Ndiaye est significatif parce que Pape Ndiaye parle de discrimination positive et de racisme d'État. Donc c'est-à-dire que plutôt que choisir la méritocratie, il va mettre en place de la discrimination positive. Je vais prendre un exemple très concret. Aux États-Unis, lorsque vous postulez à Georgetown ou Harvard, il vous faut environ 100 points pour être admis.
Pour les enfants asiatiques, il faut 160 points. Pour les enfants blancs américains, il faut 120 points. Pour les enfants noirs, il faut 60 points. C'est-à-dire qu'en fait, on va mettre en place ce type de politique plutôt, alors que c'est le sujet qui est précédemment. On parlait de la question de l'autorité des professeurs. Est-ce que les professeurs vont être soutenus dans leur démarche comme ils étaient soutenus par Jean-Michel Blanquer? Est-ce que Pape Ndiaye acceptera d'affronter les syndicats étudiants, notamment sur les réformes scolaires, sur la question de réimposer le chef d'établissement au cœur du projet de chaque établissement? Est-ce qu'il va affronter l'éducation nationale sur les questions de programme, notamment sur la question du programme d'histoire, auquel on élimine petit à petit des éléments anti notre histoire sur Napoléon, sur De Gaulle, pour mettre en place certaines parties. Et c'est là où la question de Pape Ndiaye... C'est la partie qui mettent mal à l'aise certaines... C'est la question qui est posée sur Pape Ndiaye. C'est-à-dire qu'au-delà des choix, parce que son profil évidemment est méritocratique et on doit se féliciter qu'il y ait des profils comme ça qui puissent réussir. Mais la question est politique, c'est quel chemin il veut dresser pour notre école. Et sur ce point-là, il y a des grands signaux d'inquiétude. Il y a un risque qu'on revienne sur les... Non, mais pour moi, enfin, je veux dire, c'est typiquement de la pensée par connotation. Il se peut que ça, vous n'avez aucun élément tangible pour dire quoi que ce soit. Il n'y a aucun élément tangible pour dire. Il a dit qu'il allait mettre des points en fonction de critères ratios. Il a rien dit tout à l'heure. Ça, c'est n'importe quoi. On peut se faire plaisir. Non, mais il a dit qu'il y avait un racisme d'État. Il a dit qu'il y avait un racisme d'État. Moi, j'aurais récuse ces mots. Je ne suis pas là pour défendre d'ailleurs le gouvernement Macron, ça ne m'intéresse pas. Mais en revanche, la manière dont vous développez les choses, excusez-moi, c'est pas la même chose. Pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de signification politique? Ces écrits reflètent sa pensée. Je vous ai dit que là, vous êtes en train de dire il y aura la cancel, il y aura ensuite... Ce qui est difficile avec Emmanuel Macron, c'est qu'on a du mal à comprendre sa doctrine sur ce sujet. C'est-à-dire qu'avant, il y avait ce qu'on appelait la doctrine Jospin, qui disait qu'en fait, à chaque fois qu'un ministre était mis en cause moralement ou judiciairement, il devait démissionner pour assurer sa défense. Emmanuel Macron a fait deux cas distincts. C'est-à-dire que pour Éric Dupond-Moretti et pour Gérald Darmanin, il les a maintenus au gouvernement. Par contre, vous aviez des députés sortants qui voulaient se représenter pour un mandat, Coralie Dubos, Thierry Solère et Jérôme Perra, qui ont dû retirer leur candidature en raison des plaintes qui leur étaient adressées. Même s'ils n'ont pas été condamnés judiciairement et même s'il n'y avait pas de faute judiciaire, juste moralement, ils ont été écartés de leur candidature. Et donc la difficulté, je pense, sur le sujet, ça dépend du fait que Damien Abad est la seule prise de garde d'Emmanuel Macron. Et donc du coup, Emmanuel Macron ne veut pas s'en séparer. Deuxième point, c'est qu'il est sur une doctrine qui est un peu mixte, c'est-à-dire est-ce qu'il est ministre ou est-ce qu'il est candidat à sa réélection comme député? S'il est candidat à sa réélection comme député, normalement, théoriquement, il doit suivre le chemin des autres et sortir. Je pense que vraisemblablement, ce qu'attend Emmanuel Macron, c'est de voir si le dossier va prendre de l'ampleur et si de nouveaux éléments vont être apportés. Je tiens à rappeler notamment du fait que les Républicains, en tout cas l'entourage des personnalités proches des Républicains, disent que cette affaire était plutôt connue et donc vraisemblablement, il est possible qu'il y ait d'autres points qui arrivent sur Abad et dans ce cas-là, il sera amené à démissionner. D'accord. Où est passé